Monsieur Lagadec, et merci d'avoir accepté de nous accorder du temps aujourd'hui pour le ROCMOM, pour une présentation qui est un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de vous demander, puisqu'aujourd'hui on va discuter d'une invention impérative que vous allez nous détailler et qui touche davantage les systèmes communautaires que les systèmes classiques en gestion de crise. Mhm. Écoutez, c'est assez passionnant parce que c'est très émergent. On n'a pas encore les cadres, mais il y a besoin de réfléchir parce que plus on va, plus c'est compliqué. Et moi, je travaille en ce moment pour essayer de réfléchir à ce que sont ces nouveaux paradigmes qu'il faudrait avoir à l'esprit, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau communautaire, puisque les deux sont indispensables. Et ce que je me proposais de faire avec vous, c'est un peu le tableau où nous en sommes, mais en toute modestie, parce que le plus compliqué, on commence juste à le découvrir. Donc, j'ai envie de dire qu'il y a, je vais vous proposer une réflexion en trois temps. Le cadrage, comment penser ces affaires-là. Un deuxième temps, écouter des cas concrets, juste pour nous nourrir, non pas un seul, mais plusieurs, pour avoir la diversité, pour susciter de la créativité des uns et des autres là-dessus. Et en troisième lieu, proposer des pistes et des logiques d'action aujourd'hui. Ça reste très modeste, mais c'est juste pour nous mettre en marche sur ces terrains qui nous sont, enfin, qui sont largement inconnus parce que ça mute à très très haute vitesse. Alors le premier point, le cadrage. Je crois qu'il y a trois espaces qui s'interpénètrent, hein. Ils ne sont pas opposés. Le premier n'est pas effacé. C'est les trois qu'il faut tenir en même temps. Le premier, on le connaît, c'est les urgences. Le second, c'est les gros accidents, c'est tournant des années 2000. Et le troisième aujourd'hui, c'est les crises hors cadre. Et dans ces trois niveaux, il y a une place particulière du communautaire et du citoyen. Alors, je dirais que pour les urgences, ce qu'on a en tête, et ça a ses raisons, c'est qu'il ne faut pas gêner l'intervention des autorités et des services de secours. Euh, Parce qu'on peut gêner beaucoup. Je me rappelle d'avoir fait un trajet avec une ambulance de SAMU, enfin, les services d'urgence médicaux, et le conducteur me disait, moi, je n'utilise pas le klaxon d'urgence parce que les gens paniquent, ils bloquent tout et je ne suis pas plus avancé, donc j'y vais tranquillement. Premier point. Deuxième point, un préfet me disait, j'ai eu une grosse inondation dans une ville du sud de la France. Il y a 8000 personnes qu'il fallait évacuer. Je leur ai demandé, ils ont refusé. Et il a fallu que je les élitreille pendant la nuit, ce qui était extrêmement dangereux. Et le lendemain, je me promenais dans les rues d'Arles dans lesquelles il y avait de l'eau, en bateau, et les gens étaient aux fenêtres et me disaient, Monsieur le préfet, vous êtes un salaud, vous auriez dû nous évacuer de force. Bon, on a vu également, le même préfet me disait, on a eu des problèmes sur les plages après une marée noire ou autre chose, où les gens se précipitaient, ils venaient de l'Europe entière avec des pelles et des râteaux pour enlever, et c'était très dangereux. Et, la santé publique, ça ne le permettait pas. Donc, les urgences, c'est pas n'importe quoi. Il faut quand même être organisé, et il y a des problèmes si on ne le fait pas bien. Cependant, à un niveau plus profond, il est vrai qu'il y a aussi du côté autorité et du côté des services d'intervention une grande réticence à se faire voler quelque part le monopole de l'intervention et donc une grande réticence à aller au-delà pour ouvrir la question sur et si vous faisiez quelque chose. Donc les deux vont se balancer entre attention, ça peut vraiment gêner les opérations de secours et ça c'est vital, et de l'autre, une réticence de fond, surtout dans un pays comme la France, à faire confiance aux citoyens, parce que là, on ne contrôle pas tout, quoi. Voilà. Donc ça, c'est le niveau de l'espace de l'urgence. Ce qu'on a appris sur les gros accidents
c'est que le citoyen, le communautaire, pouvait, devait compléter l'action des autorités. Et c'est ce qu'on a vu émerger, c'était une des premières fois, je crois, au monde, avec la tempête de glace au Québec et en Ontario en 98, dans lequel on apparaissait dans le rapport Nicolet à la suite de cette catastrophe, l'urgence de demander aux gens d'avoir 72 heures de capacité de vie avant que les autorités puissent intervenir. Je demande au niveau communautaire, au plus bas de citoyens, d'être dotés de moyens pour être capable de faire face en attendant que les autorités arrivent. C'est là-dessus qu'on a vu aussi les plans familiaux de secours. Est-ce que vous avez des moyens? Est-ce que vous avez vu où vous iriez s'il y avait un problème? Est-ce que vous avez des trousses de secours? Est-ce que vous avez déterminé les téléphones où vous pourriez aller? Etc., etc. C'est là qu'on a vu aussi le développement d'actions avec les associations. C'est là qu'on a vu des demandes d'aide dans des situations un peu compliquées. Donc on a vu pour ces gros accidents cette idée, il faut qu'on leur demande d'intervenir, de réagir, on va les aider à nous aider. Donc ça, c'est le deuxième espace qui ne contredit pas le premier. Et le troisième dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est plus la crise accident, c'est la crise hors cadre qui est à la fois systémique, méga choc, qui dépasse complètement les capacités que l'on a, qui est hybride, donc ce n'est pas une cause spécifique et une logique très spécifique, qui touche des tissus humains, ceci dans un milieu dans lequel, surtout au sud de chez vous, les vérités alternatives, ça devient de plus en plus importante, la délégitimation des autorités, enfin, voilà où on en est, ça c'est un autre espace encore, dans lequel il va y avoir des alvéoles pour les urgences, dans lequel il y aura des grosses alvéoles pour les gros accidents, mais il y a des nouvelles logiques sur lesquelles il faut travailler. Pour le moment, on en est encore surtout à la deuxième phase, même chez les plus avancés. Deuxième phase où on dit, ben, on va vous faire des séminaires, vous allez venir et on va vous donner des éléments, on va vous entraîner à travailler en simulation, etc. Alors ça, c'était le cadrage. Mon deuxième temps, c'est les cas que je voudrais vous donner, juste pour nous ouvrir l'esprit et nous laisser pénétrer par l'idée qu'il y a peut-être des choses nouvelles à faire et même à susciter. Pas seulement à tolérer, mais à susciter. Alors, je prends quelques exemples. 1998, je suis chez vous. Et donc, je vois dans un magnifique programme de Radio-Canada qui s'appelait Prisonniers de la glace, une intervention vers la fin de ce film de Madame Francine Gadebois, qui était mairesse de Boucherville. Et elle a eu l'idée de solliciter à Canadienne Nationale une locomotive pour en faire une génératrice. Absolument remarquable. Et elle est très heureuse d'avoir trouvé cette idée, personne ne l'a trouvée. Et il y a un homme qui est interrogé par Radio-Canada dans le programme qui dit: Ah, ça prend une femme pour penser à un truc pareil. C'était la plus grosse génératrice de l'ensemble du Québec. Et ce qui est intéressant, c'est que il avait le sourire aux lèvres. Et c'était pendant l'événement. Eh bien, on sentait une fierté. Nous avons des capacités locales à faire valoir, une inventivité locale. C'est pas n'importe quoi. Regardez, c'est même extrêmement efficace. Et je trouve très intéressant d'avoir à la fois quelqu'un qui prend en charge, quelqu'un qui invente, qui arrive à le mettre en place et qui développe une fierté locale en disant oui, on l'a fait. Je trouve ça tout à fait intéressant sur les processus qu'on met en œuvre. Deuxième exemple, que tout le monde connaît, mais je le rappelle, c'est la petite fille Telly Smith en 2004 à Banda Aceh, qui voit tout le monde se précipiter à aller voir la mère qui est partie, et qui a vu cela dans son cours de géographie 3 semaines avant,
Qu'est-ce que c'est qu'un tsunami? Elle l'a appris. Elle voit que c'est pas du tout le moment d'aller là où on ne va pas d'habitude. Elle appelle son père, elle appelle le directeur de l'hôtel, et ensemble, ils font évacuer la plage. Elle sauve 100 personnes. Donc ça, je trouve ça vraiment important. Et pour rejoindre sur mes deux niveaux, comment vous pouvez faire quelque chose ou comment je peux vous protéger ou qu'est-ce que vous pouvez faire. Je me rappelle d'être allé, c'était en Corse, à une journée porte ouverte de sécurité civile et il y avait un pompier qui disait à une jeune de petite classe, ne t'en fais pas, s'il y a un problème, on est là. Et je lui avais dit à la fin, oui, dites-lui ça va la rassurer, c'est bien. Mais dites-lui aussi, c'est peut-être toi qui sauveras ta grand-mère, c'est peut-être toi qui sauveras les autres. Regarde ce qui s'est passé, etc. Donc, susciter aussi la volonté de faire quelque chose. Troisième exemple, je prends 2001, les tours jumelles. Ils ont découvert que les véritables experts, c'était les gens qui étaient dans les tours. Parce que eux savaient quels escaliers on pouvait encore utiliser, alors que l'idée c'était qu'il n'y avait plus aucun escalier. Mais non, il y avait des escaliers qu'on pouvait utiliser. Et deux personnes qui ont travaillé sur ce cas disaient, ce matin-là, l'ultime espoir pour les personnes présentes ne reposait pas sur l'action des responsables, mais sur les acteurs de proximité présents dans les tours. Donc vous avez un renversement complet de perspective. Et ce qui est intéressant, ce qu'il disait, c'est que le 911, au lieu de dire ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, les pompiers vont arriver, leur rôle c'était d'inverser complètement la logique en disant c'est vous qui avez l'information, donnez-nous l'information et nous allons la redonner à l'ensemble des gens qui sont dans le secteur. Ça paraît simple, mais dans une culture qui est toujours ne vous en faites pas, j'ai les moyens, je vais vous rassurer, ne bougez pas, ne faites rien. Là, ça suppose enfin, une humilité dynamique, une confiance que l'on fait. Je trouve ça tout à fait remarquable. Autre exemple, plus près de chez vous, enfin, ouais, 2001, 11 septembre, Gander, Terre-Neuve. Une petite ville de 8500 habitants reçoit 7500 personnes tombées du ciel. Tous les avions transatlantiques se posent à Gander. Ça n'était jamais vu. Ils ont mobilisé toutes les capacités locales pour accueillir ces gens. Vous avez sur mon site une interview que j'ai faite de Joe Scanlon, qui était professeur à Ottawa, qui est allé voir là-bas. C'est tout à fait remarquable de voir les familles qui accueillent, un militaire qui est là, qui propose un centre militaire aux personnes qui sont là. On lui dit, mais il y a quelqu'un qui est terrorisé parce qu'ils ont vécu la Shoah, ils ne peuvent pas rester là. Et le militaire va les voir en disant, tenez, mais les portes restent ouvertes, il n'y a aucun problème. Euh, et chacun fait son travail, aussi bien les associations, les églises, la mairie, etc. Et on voit tout un milieu qui arrive à faire face et on peut attendre personne, parce que personne ne pouvait venir pour les aider. Et c'est Gander qui fait face à une situation mais totalement inconnue, imprévisible, submergente. Et ça se passe remarquablement bien, sauf apparemment d'après ce que disait Joe Scanlon avec des Français qui ont mis quelques problèmes. Bon, et il en souriait beaucoup. Euh, Autre exemple que je voudrais vous donner, c'est Katrina, 2005, le patron de l'aéroport de la Nouvelle-Orléans, Roy Williams, changement complet d'univers. On lui a dit, ne vous en faites pas, s'il y a un problème un jour, la Nouvelle-Orléans sera là pour vous aider. Et là, tout d'un coup, il découvre que c'est à lui de sauver la Nouvelle-Orléans. À idée logique, mais complètement folle, du genre 40 hélicoptères en permanence en approche. Enfin, il refait tout son aéroport, refait la logique, travaille avec tous ces gens. Cette créativité instantanée et avec des changements complets pendant 3 jours tout seul. Et au bout de 3 jours, la 82e Airborne qui arrive avec 5000 hommes, ça change encore tout. Bon,
ils arrivent à être créatifs et c'était pas leur fonction. S'ils avaient attendu, voilà. Donc ça, je trouve tout à fait intéressant. Et dans ce cas-là, un autre point que j'avais vu pour susciter la participation des gens, lorsque le général Honoré, patron de la première armée américaine, arrive, il voit clair en disant, attendez, vous êtes tous avec des fusils là, euh, plus vous en montrez, moins vous aurez de conducteurs de bus, qui est la seule richesse dont on a vraiment besoin. Donc arrêtez de montrer les flingues. Et, et j'ai besoin de ces gens. Et vous voyez, votre intervention est en train juste de détruire ce qui nous est le plus essentiel. Et là, on voit déjà l'interaction. Et sur Katrina, ce que je trouve intéressant, c'est que le conseiller spécial, non, pardon, excusez-moi, ça c'était sur Sandy, 2012. Le conseiller spécial du patron de la FEMA monte notamment, il a fait d'autres choses, une cellule qui s'appelle Détection des initiatives émergentes. Qu'est-ce qui vient du terrain que je vais pouvoir accompagner, éventuellement leur dire faites pas trop de bêtises quand même, susciter, développer, etc. Je trouve génial qu'au plus haut niveau, on se soit mis à réfléchir à on va détecter ce à quoi on ne s'attend pas. Je prends un autre exemple. 2010, la tempête Xynthia à l'île de Ré. Euh, on ne va pas avoir accès, hein. Les autorités n'ont plus accès à la ville. Mais à Lille, le maire d'une des communes se mobilise instantanément, a entendu qu'à partir de 10 heures, il faut que tout le monde, 22 heures, les gens soient tous dans leur maison. C'est lui qui bouge tous ses collègues qui sont là dans une réunion du Rotary Club et qui ont l'air de rien faire. Lui dit, attendez, oh, maintenant on arrête tout et on rentre. Et alors, c'était fabuleux parce qu'il mobilise ces associations culturelles, tourisme, etc., pour utiliser ce que eux avaient que lui n'avait pas, problème générationnel, c'est-à-dire toute la capacité Internet. Lui, il est allé voir toutes les personnes âgées qui n'avaient pas Internet, et les autres ont été mobilisés, les 600 autres, par les associations. Et c'était remarquable, et il a dit, je peux faire une chose au moins, je vais allumer la mairie, ça fera un point où les gens pourront venir. Et il a cette expression fantastique, une petite lumière dans la nuit. C'était la mairie. Mais pour bien montrer l'interaction entre autorité et communauté, il dit ce qui nous a sauvés, c'est mon coup de fil à 3 heures du matin. J'ai appelé le préfet en lui disant j'ai besoin d'une grosse pelle mécanique pour me libérer les voies. Et il dit c'est grâce à ça qu'on a pu avoir des sapeurs-pompiers ensuite. Et ça, je trouve ça remarquable parce que vous avez l'interaction des deux. Donc, c'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment un tissu qui se met en place parce que quelqu'un est actif, parce qu'il pense à quelque chose auquel vous pouvez difficilement penser au niveau central, et il va le demander. Donc, il obtient sa grosse pelle mécanique et ça a sauvé la situation. Alors, pour montrer que les choses ne sont pas si simples tout le temps, ils disent que il a eu un grand problème, c'est qu'il y avait un avocat de Paris qui avait sa maison là et qui avait trouvé que pour la vue sur la mer, il fallait qu'il fasse un trou dans la digue. Et à ce moment-là, l'eau est passée par là. Et le maire me disait, ben, maintenant il a beaucoup de copains sur le plat. Voilà. Donc on voit bien que tout est compliqué, hein. C'est pas on va faire confiance et ça marchera. Non, ça reste compliqué. Je vous prends un autre exemple sur Sandy en 2012. Là, vous avez un excellent article de quelqu'un qui s'appelle Richard Serino qui était à la FEMA à ce moment-là. Et là, c'est un article dans le Crisis Response Journal du printemps dernier. Et il dit que sur Sandy, il y a 2 personnes de la FEMA qui se sont entourées d'une trentaine de citoyens qui connaissaient bien la technologie là, et savoir, ils les mobilisent et ils leur donnent 2 points, résolvez tous les problèmes que vous pouvez
et il ne faut pas enfreindre la loi. Maintenant, allez-y. Un peu de structure, beaucoup de flexibilité. Réunion tous les soirs dans un hôtel à Brooklyn pour faire le point sur qu'est-ce qui peut se passer le lendemain. Voir tout ce que les autorités ne sont pas en mesure de traiter et qu'eux pourraient traiter. Et l'idée, c'est, je vais restaurer de la connectivité entre les gens. Je vais redonner de la vie au tissu. Ça, c'est difficile à faire quand vous n'êtes pas du coin. Et le responsable de la FEMA a dit, ils furent rapides, inventifs et réactifs. Donc, je me félicitais. Pour l'ouragan Harvey, le même auteur, le même responsable, en 2017, nous dit, bah, des bateaux particuliers sont arrivés sur cette inondation et j'aurais donné des principes simples. Vous sauvez tout ce que vous pouvez. Vous nous amenez les personnes dans tel lieu où nous allons pouvoir les récupérer avec des moyens lourds. Mais de grâce, n'en rajoutez pas en problème, hein. Ils n'ont eu aucun problème. Et les gens étaient, il y avait une cinquantaine de bateaux. Ils ont été ravis de pouvoir compter sur ces moyens que eux n'avaient pas encore. Un autre exemple, en 2022 en Corse, il y avait une possibilité d'orage. Quatre scénarios météo disaient que c'était pas si grave. Et un scénario sur le système, la technologie la plus avancée, mais pas encore tout à fait maîtrisée, disait, attendez, ça va être extrêmement grave. Donc ils ont préféré ne pas donner l'alerte. Bon. Et un maire local, qui s'était entraîné avec son plan communal de secours, l'a mis en œuvre et l'a traité. Et il l'avait testé juste avant. Et on voit l'importance de l'information, parce que c'est arrivé à 8 heures, et beaucoup de gens qui avaient des bateaux de tourisme me disaient, si c'est arrivé une demi-heure plus tard, nous étions en mer avec les touristes. Ça vous faisait 200 morts. Donc c'est vraiment important qu'il y ait cette fluidité de l'information. Alors, là où ça compliqué, c'est quand je ne sais pas, entre quatre scénarios qui disent tout va bien et l'un qui dit c'est la catastrophe. Bon ben, voilà sur quoi il faut se travailler aujourd'hui, parce que les choses sont sur cette situation fluide, mouvante, etc. Et le même auteur que je disais tout à l'heure, Richard Serrino, me disait que, enfin, dans son article, il dit que pour le virus du sage, le Mpox en 2022, les autorités sont aussi intervenues en s'appuyant sur les gens locaux et il disait, nous pouvions leur donner des éléments scientifiques, mais eux, c'était le meilleur levier pour donner de l'information, de donner des conseils aux communautés, parce qu'ils connaissaient les canaux, ils connaissaient la langue à utiliser, et c'était eux les plus efficaces, beaucoup plus efficaces que des instructions verticales. Et alors, dans les situations vraiment très très graves, et on pourra en avoir, j'avais un ami qui était parti à la demande, enfin, qui était parti au Rwanda, etc. Et sur le sida, il n'y avait plus de moyens de communication de l'État, il n'existait plus. Les autorités internationales n'interviennent pas. Et ce qu'ils ont trouvé de plus extraordinaire, c'est les coiffeurs qui pouvaient donner de l'information aux femmes pendant un temps fou dans ce qu'ils appelaient leur cabinet, enfin, qui était une chaise au milieu de la rue. Et là, tranquillement, ils pouvaient passer des informations. C'est complètement aberrant, mais c'est ça qui marchait le mieux. Alors, voilà un tableau enfin, mélangé, et c'est la vie, les choses évoluent comme ça. Alors, je voudrais vous donner quelques préconisations, c'est mon troisième temps. La première chose, mais c'est difficile, c'est faire confiance. Et donc, comment on s'arrache de nos cadres mentaux sur le mode, ah, il faut encore mettre le problème là-dedans. Alors que nous, tout est clair. On a nos procédures, on a tout ça, et ils vont tout mélanger. Il faut passer de ils vont nous compliquer les affaires à c'est peut-être eux qui auront les clés de la survie et de la résilience. Alors, ça ne veut pas dire que je ferme les yeux, ça veut dire que je suis ouvert à ce qui pourrait se faire.
Et je reprends la commission du 11 septembre, ils disent les premiers sauveteurs, comme dans la plupart des catastrophes, furent les citoyens. La panique, non. Les pompiers furent impressionnés par l'absence totale de panique chez la plupart des personnes. Donc, le plus difficile, c'est s'arracher à nos cadres mentaux pour tout de suite ne pas dire ils vont compliquer les affaires, ça va être pire, ça va être la panique, etc. Alors, on sait que, d'après toutes les études comment, sociologiques sur les catastrophes, bah, c'est l'inverse de ce qu'on pense qui se passe en général. C'est plus compliqué aujourd'hui, parce que j'avais demandé à Corontelli, est-ce qu'il n'y a pas des exceptions? On m'a dit si, parce que si c'est déjà un bazar total et la guerre civile avant qu'on commence, peut-être que pendant, ça ne sera pas mieux. Donc, il- personne ne peut donner de leçon à personne, hein. Bon, c'est juste des dimensions qu'il faut avoir en tête. Donc, faire confiance. Le deuxième point, je dirais, proposer des exercices. Mais alors, pas sur une forme qu'on a l'habitude d'avoir, sur le mode les autorités vont faire un exercice. Est-ce que vous pourriez y participer un petit peu, soit comme blessé apparent, soit pour faire une bonne évacuation avec des cars qui viendront comme il faut, et vous allez suivre nos instructions, il faut qu'on vous aide. Voilà. Non, penser et monter par les collectivités, par les communautés, ce qui suppose d'aller les voir avant sur le mode comment on pourrait vous aider à monter quelque chose qui vous serait utile, qu'est-ce qui vous intéresserait le plus, qui est intéressé à monter dans l'avion là-dessus. Euh, et je pense que là, on peut susciter des, des envies vraiment de faire quelque chose. Mais là, il faut accepter d'arriver avec une feuille blanche. Je peux vous aider, nous avons des expertises, mais nous avons tellement l'habitude de le faire à travers nos schémas que ce serait intéressant de regarder à travers votre schéma. Et là, on peut découvrir des tas de choses. Je me rappelle, je suis dans une région dans le sud de la France aussi où il y a eu un cataclysme terrible. Et la deuxième fois qu'il y a eu un début de cataclysme, c'est quelqu'un de la mairie qui est allé sauver le pont en question. Et c'était capital qu'il puisse le sauver. Lui, c'était le directeur des services techniques. Il, il a pris des risques, il a pris des initiatives et il a sauvé son pont. Et s'il ne l'avait pas eu, ça aurait été grave. Donc, bon. Et je dis proposer des exercices montés par les collectivités, les établissements publics. Alors, je vais aller voir le responsable d'un cégep quelque part, le responsable d'un hôpital. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui vous intéresserait? Je pense que c'est vraiment important de partir de ce qui intéresserait les gens. Euh, Troisième point qu'on peut proposer, c'est des retours d'expérience. De dire, on va aller voir avec des citoyens comment d'autres citoyens se sont comportés, comment des communautés sont comportées, des mairies sont comportées, et flécher là-dessus. Et avec des questions du type, qu'est-ce qui vous a surpris le plus? Qu'est-ce que vous avez fait de vraiment intelligent? Mais comment vous avez fait pour y penser, quoi? Euh, la maire de Boucherville, bah, allez la voir, quoi. Mais comment vous avez fait pour penser à cette locomotive? Personne n'y pensait dans le pays, quoi. Et je pense que ça peut être très enrichissant, mais très stimulant. On n'a pas l'habitude d'aller faire du retour d'expérience par le bas. Et je pense que ce serait vraiment, vraiment stimulant. Un jour, je l'avais fait dans le sud de la France. Il y avait une autoroute qui avait été bloquée pendant 36 heures. Une autoroute du sud de la France, on n'a pas l'habitude. On avait annoncé de la pluie et ils ont eu 80 centimètres de neige en 2 heures. Donc, 36 heures bloquées. Et après, il y a eu beaucoup de critiques sur l'autoroute. Et la responsable de la communication attachée, ou plutôt l'agence de communication attachée à cette autoroute avait dit, bah, écoutez, vous n'avez qu'à plaider la force majeure. Et je leur ai dit, non, non, ça passe plus, la force majeure, ça c'était bon du temps de Jules César, mais maintenant ça passe plus. Euh, on va faire autre chose. Et j'ai proposé au président d'inviter qui le voudrait à une après-midi entière de retour d'expérience.
Et on les a réunis à Saint-Maximin, dans le sud de la France. Et je lui ai dit au président, si vous voulez gagner, ne parlez pas plus de 3 minutes au départ. Et la seule chose que vous avez à dire, c'est un, je crois, et vous aussi, qu'il s'est passé des choses qui n'étaient pas optimales pendant cette situation. Nous vous avons réunis, non pas pour vous dire tout ce qu'on a bien fait, mais pour vous écouter. Donc maintenant, je vais vous écouter. Je lui dis, si vous faites ça, au lieu de faire le grand discours qu'on a l'habitude de faire, sur le mode je suis impeccable, tout va bien, et si vous étiez rationnel, ce serait encore mieux, vous avez gagné. Bon, après une douzaine d'heures de discussion, j'ai réussi à obtenir qu'il ne fasse pas comme d'habitude. Et j'ai proposé qu'on ait des tables rondes. Pendant 45 minutes, les gens travailleraient sur un sujet. Comment vous avez vécu la chose? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Et après, 45 minutes sur qu'est-ce que vous proposez? Et à chaque fois, chaque table de 6 ou 8 personnes avait 3 minutes pour donner ces éléments clés. Personne n'a débordé de son temps de parole. C'était absolument remarquable. Et les propositions étaient vraiment intéressantes. Personne n'y aurait pensé. Il y avait un conducteur de gros camions qui a dit aux gendarmes, si vous voulez passer des ordres, allez, n'y allez pas directement, passez par moi. Et moi, avec la CIBI, je vais pouvoir convaincre mes collègues yougoslaves ou autres, parce qu'eux, ils vont me croire. Le responsable comment ça s'appelle, de la station-service qui était sur l'autoroute a dit, bah, moi, je peux avoir des jeux. Bah alors, vous arrêtez de me donner des chants d'oiseaux là sur la radio alors que ça se passe mal. Euh, il me faut un peu d'internet pour que je sois capable de donner un petit peu d'informations aux gens. Mais je peux être un lieu de vie pour recueillir les gens. Donc chacun y est allé de propositions qu'ils avaient. Certains ont même découvert ce que vous faites très bien au Québec, c'est-à-dire que si vous avez l'habitude de prendre cette autoroute, c'est pas si grave d'avoir une couverture dans le coffre, quoi, pour être capable de survivre un peu. Bah, vous pouvez pas attendre qu'il y ait un hélicoptère derrière vous, quoi. Et là, on voit toute la contradiction. Il y a un homme qui est arrivé en disant, qui a appelé le poste de sécurité de l'autoroute en disant, ma femme est partie, elle est enceinte de 9 mois. Et puis je la vois plus. Alors on lui dit, ben oui, mais vous avez appelé il y a 2 heures et on vous avait dit de pas partir. Il dit, oui, mais elle est partie quand même. Il faut la trouver d'urgence. Alors c'est quoi? Eh ben là, une Fiat blanche. Attendez, mais il y a 80 centimètres de neige sur toutes les voitures. Ça va être un peu dur de la retrouver. Donc on voit bien, ça suppose de la prévention et sur le mode, faut peut-être mieux pas s'engager sur l'autoroute parce que là, il faut réfléchir à quand est-ce que je ferme l'autoroute. Et là, ils sont aperçus que pour fermer l'autoroute, c'était une décision préfectorale. Donc, sur le plan, ça marche très bien. Mais à ce moment-là, il n'y avait personne. Parce que sur le plan, il était pensé que s'il y a de la neige qui bloque tout, il n'y a que l'autoroute qui est bloquée. Or, le préfet, lui, il avait tout le département qui était. Donc, l'autoroute n'était pas la seule, hein. Bon, donc, on voit la complexité, mais ça suppose qu'il y ait de la préparation. Euh, et je dirais, après ce retour d'expérience, de la formation centré sur les besoins, les possibilités de, bah, du niveau communautaire. Alors, je voudrais terminer peut-être par quelques, quelques citations, quelques points de vue qui me semblent vraiment intéressants. Il y a une association qui a des prolongements chez vous aussi, qui s'appelle Visum en France et qui écoute ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et le vice-président Gilles Martin, en 2014, dit nous avons vu un changement de comportement important en 2014. Des appels au secours lancés via Twitter, via les réseaux sociaux, qui ne correspondaient à aucun appel aux sapeurs-pompiers. Le meilleur capteur reste le citoyen, et nous sommes un mouvement de citoyens pour les citoyens. Donc il y a des choses qui s'organisent. Sur un plan plus général,
Je pense à ce que disait Cooper Ramos dans son livre L'âge de l'impensable. Il est vraiment très dur, hein. Au lieu de nous préoccuper des grands objets, les États, et d'attendre eux qu'ils soient prévisibles et efficaces, au lieu de nous préoccuper de façon obsessionnelle des chefs d'État, je propose que l'on se focalise aussi sur les plus petites composantes du système, sur les personnes, et que l'on parie sur le fait qu'une chose est certaine, on ne peut pas prévoir ce qu'elles feront. En d'autres termes, l'ultime étape de la défense en profondeur, dans un monde fait de surprises impensables et granulaires, est de développer, aussi fort que possible, encore plus de surprises impensables et granulaires. C'est un univers de pensée qui nous est très étranger. Nous, on est bien Descartes avec chacun couloir de nage et bon, la perfection dans chaque carré. Après, ça marche pas, mais c'est pas grave, la perfection est là. Et je terminerai par une citation d'une géographe absolument remarquable qui travaille dans une université à Nouvelle-Orléans. Et elle dit ceci après avoir observé Katrina de l'intérieur. Si Katrina nous a enseigné une chose, c'est bien que les désastres peuvent aussi frapper les nations les plus puissantes. Il nous faut abandonner l'hypothèse bien confortable selon laquelle nous aurons toujours l'argent et les capacités suffisantes pour traiter les grands désastres. Il faut commencer à réfléchir sur les chemins à suivre pour mieux valoriser le capital humain constitué par les survivants, pour la simple raison que ce capital reste le seul véritable point d'appui encore à disposition. Il faut aller au-delà des plans, des fonds et du béton. Jeter des milliards de dollars sur le théâtre d'opération ne sert pas à grand-chose si les agents supposés les utiliser ont été pulvérisés. Les processus humains, les dynamiques créatrices, sur lesquels agir vont devoir devenir la règle du jeu. Quand à Houston, les survivants ont pu être reconnectés avec Internet, ils ont pu prendre en charge un immense effort de reconnexion généralisée qui a permis aux agences de conserver leur énergie pour l'appui aux plus démunis. Plus la situation est extrême, et plus il faut miser sur ce capital humain. Voilà quelques éléments. Rien n'est stable, tout est à inventer, et c'était les quelques messages que je vous proposais de partager avec vous aujourd'hui.